Allez, aujourd'hui, on va voir le théorème à la fin heureuse qui, comme son nom l'indique, va se terminer comme un film hollywoodien. Je t'aime, Wayne. Je t'aime, Cassandra. En anglais, The Happy Ending Theorem. Mais le film en VO, il est en hongrois, parce que c'est la guest star, c'est le mathématicien Paul Erdos, mathématicien hongrois, et ses amis. Alors, on va commencer doucement, on est dans le plan affine, voilà, même pas euclidien, juste le plan affine, et on va prendre 3 points. Et on ne s'en rend pas compte de la chance qu'on a, mais quand on prend 3 points, s'ils ne sont pas alignés, alors ça forme un triangle convexe. On ne s'en rend pas compte, mais on va s'en rendre compte si on prend 4 points. Si vous prenez 4 points quelconques dans le plan, eh bien, vous pouvez de temps en temps, si par exemple je pense 1, 2, 3 et un quatrième là, j'obtiens un quadrilatère convexe, mais si je prends cette situation avec un triangle et un point au milieu, eh bien, je n'obtiens pas un quadrilatère convexe. Dans un premier temps, on peut se demander combien de points il me faut pour pouvoir en extraire un quadrilatère convexe. Et 4 n'est pas suffisant. Il y a le théorème de la mathématicienne Esther Klein qui dit que parmi 5 points du plan affine, s'ils ne sont pas alignés 3 par 3, alors on peut en extraire 4 qui forment un quadrilatère convexe. En lançant ce théorème, Esther Klein a déclenché plein de choses que nous allons voir là maintenant. Alors d'abord, comment se convaincre qu'avec 5 points du plan, dont 3 ne sont jamais alignés, on peut toujours en extraire 4 qui forment un quadrilatère convexe. Alors déjà, il faut qu'on soit dans une situation, je vais prendre 3 points, donc pour 3, je sais que ça marche, ensuite je vais mettre un quatrième. Alors regardez comment le plan a été scindé, si je mets un point ici, ici ou ici, alors je vais avoir un quadrilatère convexe. Par contre, si je le mets ici, ici, ici ou ici, eh bien là, je n'ai pas un quadrilatère convexe. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais me ramener à la pire des situations. C'est-à-dire si le point ici, le quatrième point, est ici, ou ici, ou ici, ou ici. Mais quitte à choisir les 3 points pour former un plus grand triangle, le plus grand triangle, on peut supposer que ce point-là est ici. Voilà. Donc on est déjà ramené à une situation où les 4 points sont dans cette configuration. Maintenant, on va mettre le cinquième. Où est-ce qu'on va le mettre? Alors, maintenant, on peut le mettre là, 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 là ou là. Si on le met là, pareil, on n'a qu'à considérer qu'on a un point. Alors attention, parce qu'ici, ils ont l'air d'être alignés. Alors, je vais le mettre comme ça. Voilà, pareil, on n'a qu'à considérer que l'on prend le plus grand triangle. Donc, quitte à prendre parmi les 3 points le plus grand triangle, le triangle le plus enveloppant, et bien forcément, là, dans ce cas-là, je ne peux pas être dans cette situation-là, donc ni dans celle-là, ni dans celle-là. Donc il va rester quelle situation? La situation où le point est ici, ici ou ici, donc on peut se ramener à ici, et là dans ce cas-là, évidemment, comme on avait dit, on a un quadrilatère convexe. Alors là maintenant, le cinquième point qui va être à l'intérieur de ce triangle, on sectionne comme ça ce triangle, et selon l'endroit qu'il est dans la section, on arrive à se convaincre. Par exemple, s'il est là, on a un quadrilatère ici, s'il est là, on a un quadrilatère là, s'il est là, on a un quadrilatère là. Donc on arrive toujours à obtenir un quadrilatère. Voilà, donc là, le théorème est montré, mais ce théorème est le point de départ vraiment de 2 choses. Une grande théorie mathématique en combinatoire maths discrète et un mariage. Donc maintenant, on va dire que n de 4 égale 5. Grand N de 4 égale 5. Ça veut dire quoi? Grand N de 4 égale 5, ça veut dire qu'il faut 5 points au minimum
pour être sûr que parmi ces points qui sont 3 à 3 non alignés, on puisse extraire un 4 gone convexe. Voilà. Par exemple, n de 3, bah, c'est 3. Bon, avec 3 points, on est sûr. Ici, on a montré que n de 4 était strictement supérieur à 4. Et ici, on a montré que n de 4 était inférieur ou égal à 5. Donc ici, on a que n de 4 égale 5. Donc n de petit n, ça va être le nombre de points minimum, grand N, tel que parmi grand N points non alignés 3 par 3, on puisse en extraire un petit n gone convexe. Alors, c'est là que Georges Csekeres, un mathématicien hongrois aussi, s'intéresse au problème d'Esther Klein et commence à généraliser les choses et introduit ce grand N de petit n. Bien. Paul Erdos. Alors Paul Erdos, il faut bien voir le type de mathématicien que c'est, hein, ce mathématicien errant qui n'a pas de maison, c'est un mythe en mathématiques, il est invité tout le temps dans des universités, ce qui lui permet d'avoir aucun bien, juste un carnet, un stylo et sa tête. Et ce mathématicien-là, c'est un mathématicien qui, quand on le compare aux autres grands mathématiciens du siècle et même du siècle précédent, c'est un mathématicien qui a résolu plus de problèmes que ce qu'il en a proposé à la communauté. En fait, il ne proposait aucun problème, il allait voir ses amis et quand ils avaient un problème, il essayait de résoudre ces problèmes. C'est ce qu'on peut appeler un mathématicien éco-responsable qui a laissé à sa mort plus de solutions que de problèmes. Alors, de la même manière qu'il y a le jour de renouvellement de la Terre, qui est le jour de l'année où les ressources renouvelables de l'année ont déjà été utilisées, on devrait faire un jour de dépassement de la recherche en maths, de la même manière, qui serait le jour où les mathématiciens ont lancé plus de problèmes que ce qu'ils peuvent en résoudre dans l'année. C'est à peu près la même chose. Voilà, vous avez compris, Erdos, c'était un mathématicien éco-responsable. Et là, Paul Erdos s'est intéressé au problème de son ami Georges Csekeres, qui lui-même s'intéressait au problème de son ami Esther Klein. Et Paul Erdos a une preuve que je trouve vraiment très élégante, très intelligente aussi, lumineuse, que pour montrer que n de petit n est inférieur ou égal à n-2 parmi 2n-4 plus 1. Voilà. Alors, ça a été très très longtemps, donc il l'a trouvé assez rapidement, et ça a été assez longtemps la meilleure borne possible qu'on puisse donner en général à petit n. Alors attention, en général, c'est-à-dire que pour 3, si on prend petit n égale 3, on a 3, effectivement, et ça, c'est effectivement la meilleure borne. Mais si on prend petit n égale 4, eh bien ici, on va trouver 7, et ce n'est pas la meilleure borne, puisqu'on a vu que pour 4, c'était 5 la meilleure borne. Donc, bon, on a quand même une borne générale pour petit n, et c'est ça qui est extraordinaire. Alors pour la petite histoire, il y a le mathématicien Mackay qui s'est intéressé à n de 5 et qui a prouvé que n de 5 est égal à 9. Comme vous pouvez remarquer sur ce petit dessin, n de 5 est strictement supérieur à 8, parce que quand vous prenez 8 éléments comme ça, vous mettez un convexe comme ceci, un quadrilatère convexe, et un quadrilatère convexe dans l'autre sens, d'accord? Eh bien, ici, vous ne pouvez pas extraire un pentagone convexe de là. D'accord? Vous essayez, vous allez voir. Donc, n de 5 est strictement supérieur à 8, et Mackay a montré que c'était égal à 9. Donc, Esther Klein a prouvé le théorème de tout à l'heure pour n de 4 égale 5 en 33. En 34, Csekeres a donné une borne, mais vraiment une borne gigantesque, mais c'était intéressant parce qu'il n'était pas clair que grand N de petit n existe, soit fini. Ça c'était pas clair. Donc il a montré que c'était fini. Et c'est Erdos qui a donné cette borne-là, assez difficile à dépasser.
Et tous les deux ont fait un article en maths, mais Tsekheres et Esther Klein se sont mariés donc en 37. Voilà. Donc 33, 34, 34 ici, l'article en 34 et 37 pour le mariage, juin 37. Voilà une histoire qui part bien. On va démontrer maintenant ce théorème et on va rentrer dans les petits carnets d'Erdos. Ok, alors, on va donc montrer cette borne avec la méthode de Paul Erdos. Donc, en fait, ce qu'on va montrer, c'est la chose suivante. C'est que si S est un ensemble de points, donc qui ne sont pas 3 à 3 et alignés dans le plan, et si le cardinal de S est strictement supérieur à I-2 parmi I plus J-4, avec I et J supérieur à ou égal à 2, alors S contient une suite convexe de I points, ou alors une suite concave de J points. Alors, je sais d'expérience que si on commence à parler de convexité aux étudiants, là, ils développent des allergies. Regardez, Madame Suzanne, il y a mes plaques qui me recommencent. Donc, on va essayer d'expliquer ces histoires-là posément. On va se servir du fait que S est fini, pour dire, bah oui, il existe un repère tel que les axes du repère ne peuvent pas être parallèles à une droite Mn avec M et N dans S. Bah oui, puisque M et N sont... Il y en a un nombre fini de M et N dans S, et donc des axes, il y en a un nombre fini, donc il suffit de prendre des axes qui sont différents. Et comme R est infini, on est dans l'espace réel, voilà. Alors, regardez ce que ça donne, ça va faire que, par exemple, voilà les points en noir de S, ici j'ai mis un point en rouge qui n'est pas dans S, d'accord? Vous voyez ce qui se passerait, ici, ce point rouge, il donne avec ce point-là une droite qui est parallèle à l'axe, et du coup, ils vont avoir même abscisse ici. Alors, justement, c'est ce que je veux éviter. Je veux que les abscisses soient toutes distinctes, et donc qu'on puisse les ordonner sur R. Voilà. Alors, maintenant, avec ce choix de repère, ici, je peux ordonner tous mes points de S, de sorte à ce que les abscisses soient en ordre croissant. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une suite convexe? Eh bien, ça va être une suite de points que je vais appeler M1 jusqu'à MK, avec comme coordonnées x, pour MI, XI, YI, telle que la pente ici pour 1, 2 est inférieure à la pente de 3, inférieure à la pente 3, 4, et jusqu'à K-1, K. Voilà. Donc, comme dessin, ça fait ça. Vous avez cette pente-là, pour les points 1, 2, 3, 4, vous avez cette pente-là qui est plus petite que celle-là, qui est plus petite que celle-là. Voilà, déjà. Maintenant, ce qu'on va appeler une suite concave, c'est pareil, mais avec strictement supérieur. Vous avez cette pente-là qui est plus grande que celle-là, qui est plus grande que celle-là, qui est plus grande que celle-là. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, c'est compréhensible. Alors, pour ceux qui sont justement allergiques à la convexité, je sais qu'il y en a, bon, j'ai un remède facile. Oh, bah dis donc, ma Georgette, là, t'es tendue, ouais. T'as courage, c'est pas facile. Regardez le lemme des trois pentes. Il est vraiment simple. Il dit la chose suivante. Si on a cette pente qui est strictement inférieure à cette pente-là, donc pour les points 1, 2 et pour les points 2, 3, donc on a vraiment ce qu'on appelle une suite convexe à 3 éléments, alors la pente entre 1 et 3 va venir être intermédiaire entre ces deux pentes. Alors vous pouvez le voir comme ça, d'accord? Vous avez cette pente-là qui est plus petite que cette pente-là, et celle-ci qui est intermédiaire entre les deux. Voilà, donc croyez vos yeux, ça marche bien. Alors comment ça se montre? Bon, ça se montre très simplement. Si pour J strictement supérieur à I, on appelle TIJ la pente entre le point MI et le point MJ, c'est facile de voir que cette pente-là, c'est-à-dire T1,3, c'est x2 moins x1 sur x3 moins x1 T1,2 plus x3 moins x2 sur x3 moins x1 T2,3. Parce que le x2 moins x1 va simplifier
avec le dénominateur de T12, d'accord? Et lui va faire apparaître le dénominateur de T13, pareil ici. Et quand on va ajouter, que les dénominateurs auront disparu, on aura ça plus ça, ce dénominateur-là plus ça, c'est-à-dire y3 moins y1. Hein, donc vraiment, c'est ça. Mais on peut remarquer que ces coefficients-là, leur somme fait 1, d'accord? Puisque les dénominateurs sont communs, et x2 moins x1 plus x3 moins x2, ça fait x3 moins x1. Donc ici, c'est de la forme ut1,2 plus 1 moins ut2,3. Voilà, c'est pas difficile, et donc ça veut dire que ça, c'est dans l'enveloppe convexe stricte de T12 et T23, donc vous avez bien ça. Donc maintenant, qui dit 3 pentes dit n pentes. Hein, donc regardez, si on a 4 points, d'accord? Si on a 1, 2, 3, 4, même là 5 points, d'accord? Bon, commençons avec 4 points. Et vous supposez, au départ, que vous avez une suite convexe, comme ceci, d'accord? Que j'écris comme ça. Alors, d'après le lemme des 3 pentes, vous allez avoir T13 qui va se situer entre ça et ça. Vous allez avoir T24 en appliquant le lemme des 3 pentes au point 2, 3, 4. Vous allez avoir lui intermédiaire. Donc, lui va être plus grand que lui, mais plus petit que lui, qui lui est plus petit que lui, donc ça va faire que T13 est strictement plus petit que T24, etc., etc. Et vous allez créer un espèce de triangle comme ceci, avec des éléments toujours plus petits les uns que les autres, là comme ça, là des éléments plus petits comme ça, et des éléments plus petits comme ça par, on va dire, par transitivité. D'accord? Voilà, c'est facile. Et qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que si j'ai une suite convexe, donc ça, 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 alors maintenant, je regarde le démarrage de la suite convexe et la fin de la suite convexe, je les relis, eh bien, je vais avoir là la pente T1n, qui va forcément, donc T1n, elle est ici, T1n va être strictement plus grande que T12, et forcément strictement plus petite, d'accord, d'après mon schéma, que Tn-1, n. Voilà, hein, d'après ce lemme des 3 pentes. Ce qui veut dire, globalement, que par définition, j'ai un polygone convexe. Voilà, je suis sûr que ce côté-là va être de pente plus grande que ce côté-là, celui-ci, celui-ci, celui-ci. C'est ce qui est exprimé ici. Et je vais avoir un polygone convexe. Alors maintenant qu'on a fait le lien entre suite convexe et construire un n-gone convexe, et bon, on se doute que pour concave, c'est exactement pareil, on va montrer ce petit lemme d'Erdős. Alors, ce lemme élégant de Paul Erdős, on va le démontrer par récurrence sur I plus J. Bon, I, vous voyez bien qu'une suite convexe, il faut quand même qu'il y ait au moins 2 points. Déjà, c'est presque ridicule de dire convexe pour 2 points, mais alors pour 1 point, ça ne veut rien dire. Donc, I est supérieur ou égal à 2, J aussi, et comme on fait une récurrence sur I plus J, on commence à 4. Et 4, bon, c'est clair, en fait, l'argument est pratiquement vide. Hein, d'accord, ici. Maintenant, l'hérédité. Donc on pose I plus J égale N, et on va supposer pour N-1. J'appelle grand A l'ensemble des points N, tel qu'il existe une suite convexe qui finit en N avec I-1 point. D'accord? C'est des points comme ça. N. Et dans S, on va pouvoir construire une suite comme ceci à I-1 point, donc finalement un polygone convexe. Hein. Et B, l'ensemble des points M, tel qu'il existe une suite concave qui commence en M, attention, là c'est fini, là c'est qui commence, avec J-1 point, donc pareil, hein, on a nos M, notre M comme ça, et puis ça commence comme ceci, et ça descend là, comme ça, voilà. Et donc on a aussi notre polygone convexe. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais faire 3 cas qui regroupent toutes les possibilités. Soit le cardinal de S-A est strictement supérieur à I-3 parmi I plus J moins 5. Alors ça, c'est le premier cas. Alors dans ce cas-là, d'après la récurrence pour N-1, comme ici,
c'est comme si j'avais choisi I-1 et J, d'accord? Je remplace ici I par I-1 et J par J, et j'obtiens ça. Donc par récurrence, étant donné que je sais que, vu que j'ai enlevé A, je n'ai pas la possibilité d'avoir des suites convexes à I-1 point là-dedans. Puisqu'il faudrait bien qu'elle commence par un élément, et elle commencerait par un élément qui n'est pas dedans. Donc c'est pas possible. Donc, en appliquant l'hypothèse de récurrence, comme I-1 plus J est égal à N-1, eh bien, ça nous fait qu'il existe une suite concave à J point dans S-1, donc dans S. Bon, voilà, donc on a gagné. Le deuxième cas, il est similaire. Si S moins B est strictement supérieur, alors cette fois-ci, c'est J que je remplace par J-1 et I, je laisse I, d'accord? Donc là, c'est pour ça que j'ai I-2, et là j'ai I plus J-5. Mais étant donné que là-dedans, je ne vais pas avoir de suite concave à J-1 point, voilà, je vais forcément avoir une suite convexe à I point par récurrence. Voilà. Maintenant, c'est le troisième cas qui est intéressant. C'est le cas qui va être le cas complémentaire des cas 1 et 2. C'est-à-dire, on a S-A inférieur ou égal à ça, et S-B inférieur ou égal à ceci. Mais quand on fait la somme de ça plus ça, eh bien, ça fait quoi? La somme de ces... ça, c'est le triangle de Pascal, hein, c'est la récurrence des nombres binomiaux, eh bien, ça fait exactement ça. D'accord? Qui est strictement inférieur à S. Donc, ça veut dire que la somme des cardinaux de S-A et S-B est strictement inférieure à S. Comme le cardinal de S-A, c'est le cardinal de S moins le cardinal de A. Pareil pour B, puisque A est inclus dans S, B est inclus dans S. Donc ça nous donne que le cardinal de A plus le cardinal de B est strictement supérieur à S. On a 2 fois S, et là on a 1 fois S. Et donc ça, vous le savez, ça veut dire en gros que A et B ont une intersection non vide. Et là, c'est presque terminé, parce qu'on va pouvoir joindre les deux bouts, en quelque sorte, avec les éléments de A et les éléments de B. Alors voilà, maintenant c'est presque terminé, quoi. A inter B est différent du vide, donc il va y avoir un point N qui va terminer une suite convexe, et qui va coïncider avec le point N qui démarre une suite concave. Donc ça va s'écrire comment? Alors d'abord, la suite convexe, ici, elle a I-1 éléments. Donc ici, on démarre de ceci, et on va jusqu'à cela. Et ce point, je l'appelle donc X, I-1, Y, I-1, puisqu'en partant de 1, j'arrive à I-1, c'est une suite à I-1 éléments. Et maintenant, à partir de ce point-là, X, I-1, Y, I-1, je fais démarrer, je me suis trompé, une suite concave, ici, à J-1 éléments. Donc, elle démarre du point X, I-1, Y, I-1, c'est-à-dire le point ici commun, et elle arrive à un point, donc finalement, comme il y a J-1 éléments, vous allez vous convaincre que c'est le point X, I plus J-3, Y, I plus J-3. Bon, pas grave. Alors ici, maintenant, qu'on a ça et ça à la fois avec le point commun ici, eh bien, de deux choses l'une. Maintenant, on va comparer ce nombre-là et ce nombre-là. Si lui est plus petit que lui, alors ça continue. D'accord? Et ici, je vais obtenir une suite convexe à I éléments. Et donc c'est gagné, c'est ça que je voulais. À I point. Voilà. Mais si maintenant on a l'inégalité inverse, voilà, c'est là où on se sert du fait que les points ne sont pas alignés, c'est qu'on ne peut pas avoir l'égalité. Hein, d'accord? Ici, le non 3 à 3 aligné, on n'aura pas l'égalité. Mais si ici, c'est strictement supérieur, alors maintenant, on va prendre ce point-là et qu'on va adjoindre
aux autres points pour obtenir une suite concave, et dans les deux cas à j éléments, puisqu'on a rajouté un point à une suite à j-1 éléments, donc on a j éléments, et donc on a j points ici, et donc dans les deux cas, on a notre polygone convexe, voilà. Extrêmement élégant, du style de Paul Erdos, qui demande pas grand-chose, voilà, c'est d'une modestie, d'une intelligence, c'est éclairé, on sent que c'est bien pensé, et voilà, ça a donné lieu à deux choses. Eh bien, j'irais d'une part, bien sûr, ce mariage entre Esther Klein et Georges Skekeres, et aussi à une théorie, qui est une théorie de Ramsey, dont j'ai eu l'occasion de parler dans les vidéos. Si vous regardez la vidéo sur le théorème qui s'appelle théorème de Fermat de taille moyenne, qui est un théorème de Fermat sur corps fini et sur l'existence de solutions. La théorie de Ramsey, c'est une espèce de théorie basée sur le trop-plein, qui fait qu'on a forcément un élément à l'intersection de deux sous-ensembles, et qui nous permet de donner l'existence de certaines choses, comme par exemple l'existence de solutions à des équations, etc. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Je t'aime bien. Je t'aime, idéal féminin. C'était le théorème à la fin heureuse. On en sort tous grandis, c'est pas super bien? Ouais, ça